Adhérents, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui si nombreux pour la conférence de notre expert bénévole Maître Vier. Et la conférence, ça va être l'actualité civile et fiscale de la transmission du patrimoine. Et merci d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Et merci à tous. Merci. Bonsoir à tous. Donc Bruno Vier, vous me connaissez pour certains, je reconnais des visages qui me sont familiers après quelques années. Merci d'être présent. Alors, on va parler un petit peu de droit civil et de droit fiscal. Mais je risque peut-être de vous décevoir sur les actualités civiles et fiscales, notamment fiscales. Comme on va le voir dans quelques instants. Alors, d'abord, je remercie Monica, ici présente, Dominique et aussi Angélique qui vous accueille et qui m'accueille aussi à chaque fois que je viens faire des conférences et des rendez-vous et des consultations. Donc je les remercie parce que sans eux, tout ça ne serait pas possible. Voilà. Mais c'est important. En 2 mots, je vous présente l'étude, mais vous la connaissez peut-être aussi pour ceux qui ont déjà assisté à des conférences. Donc à l'étude, on est une petite équipe de 15 personnes. On traite aussi bien d'achat immobilier, de vente immobilière, et aussi de copropriété, parce que ce sont des sujets un petit peu récurrents. Les ventes de WC, les achats de combles, de bouts de couloir et autres. Mon associé Judith Régnier travaille sur la séparation des couples, donc mariés, pas mariés, paxés ou pas, et elle est expert judiciaire. Évidemment, on fait des contrats de mariage, on fait des donations et des donations en partage, et beaucoup d'organisations, puisqu'en fait le droit notarial, c'est aussi de l'organisation de patrimoine, c'est l'objet de ma présence ici. La prévoyance, donc tout ce qui est prévision, organisation de patrimoine, transmission anticipée, et bien sûr des successions quand on n'a pas fait ce qu'il fallait avant. Alors, je vous propose tout de suite d'attaquer dans le vif du sujet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Et s'il y en a beaucoup, j'y répondrai à la fin. Je dispose en tout d'1h30 à peu près. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles dans la loi de finances 2026 ? Vous savez qu'elle a été faite à taille réduite, en fait. Il y a très peu de choses qui sont passées. La bonne nouvelle pour les détenteurs de biens immobiliers, qui sont aussi des bailleurs, c'est que la CSG, les prélèvements sociaux, n'a pas augmenté pour les revenus fonciers, alors que ça a augmenté sur les millions d'actions. On va s'en réjouir. C'est assez modeste comme nouvelle, mais on va quand même s'en réjouir. Il y a un nouveau dispositif de bailleur qui a été fait, qui est le dispositif Jean Brun, qui permet en fait d'amortir des biens. Bon, c'est pas folichon comme régime, il y a beaucoup de contraintes. Donc je n'ai pas prévu de développer ce sujet. Voilà, et on a un abattement spécifique pour les donations. C'est un abattement de 100 000 € pour des donations à descendants ou à défaut de descendants à neveux ou nièces, dans l'hypothèse d'un achat de biens immobiliers neufs ou de la rénovation, de travaux énergétiques de rénovation dans la résidence principale. Voilà, donc ça permet, à concurrence d'un maximum de 300 000 € à un donataire de pouvoir acquérir un bien neuf en cumulant les abattements. C'est jusqu'à la fin de l'année, donc il ne faut pas traîner. C'est que dans le neuf. Alors, neuf ou travaux de rénovation énergétique dans la résidence principale. C'est quand même assez limité. D'autant que comme la promotion a se faire, il n'y a pas beaucoup de neufs. Mais est-ce que ça s'ajoute aux 100 000 ? Ça s'ajoute, oui, c'est un abattement supplémentaire. Voilà. Et qui s'ajoute aux abattements qui existent déjà en ligne directe. 100%. Donc ça fait 100, tout à fait madame, 100 plus 100, ce qui fait même 200 par enfant et par parent. Bon, faut que le bien corresponde. C'est-à-dire, moi je n'irai pas chercher le bien pour bénéficier de l'abattement, j'irai chercher un bien et après je verrai si ça correspond. Voilà, donc en fait, là vous avez le détail de cette proposition de loi sur les abattements. Donc, donation consentie en pleine propriété à enfant, petit-enfant, même arrière-petit-enfant, ou en l'absence de descendance, neveu ou nièce. Donc, exonération dans la limite de 100 000 € par même donateur, un même donataire, et au maximum 300 000 € en tout. En fait, les grands-parents peuvent donner à un petit-enfant, leurs parents peuvent donner, mais c'est plafonné à 300 000 €.
tout ça, donc comme on le disait à l'instant, s'ajoute aux barèmes existants et aux abattements existants. Donc, soit un immeuble acquis neuf ou en cours de construction, ce qu'on appelle un état futur d'achèvement, et des travaux de rénovation énergétique. Voilà, c'est l'un ou c'est l'autre. Je vous ai remis tes lois, moi je passe ça. Je suis pas un fou furieux de cet avantage fiscal, parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes. Et donc il faut que le bien, si ce n'est pas la résidence principale, si ce n'est pas des travaux pour la résidence principale, il faut que le bien soit loué pendant 9 ans et à quelqu'un d'autre qu'un membre de la famille. Voilà, donc il y a quand même pas mal de contraintes. Est-ce que vous avez des questions sur ce dispositif? Vos slides, on pourra les récupérer? Oui, ce sera possible. Alors, il n'y a jamais de bonnes nouvelles sans mauvaises nouvelles. Et après de nombreuses tentatives pour limiter certains avantages fiscaux, on a quand même eu le durcissement du pacte Dutreil, donc qui concerne essentiellement en fait les entreprises, bien sûr, la transmission d'entreprise, le maintien de la contribution sur les hauts revenus, donc qui est exceptionnelle et qui a une taxe complémentaire, et la taxe sur les holdings patrimoniales. Donc, ça jouit quand même de ne pas avoir de nouvelles pires que ça. Sur le Dutreil, en fait, il y a un allongement de la durée des tensions. C'est-à-dire que pour bénéficier d'une transmission en partie exonérée dans le cadre d'un pacte Dutreil, il y a un engagement collectif de conservation des actions des titres de 2 ans. Et il s'y ajoute un engagement de conservation individuel, notamment pour les donataires qui reçoivent des titres, qui historiquement était de 4 ans et qui est passé à 6 ans. Donc ça fiche quand même pour 8 ans les actions ou titres qui sont transmis. Mais malgré tout, il y avait pas mal de pression pour revenir à l'ISF plutôt qu'à l'IFI, pour augmenter les droits, pour limiter les réductions. Donc on va se contenter de ce qu'on a déjà. Donc du coup, faute de grandes nouvelles à vous annoncer, on va revenir sur des choses que j'ai déjà expliquées ici, mais qui sont utiles quand même. Et puis, partant du principe que les petits ruisseaux font les grandes rivières, on peut cumuler pas mal d'abattements. Alors, le premier, c'est le don d'argent. Donc, le don d'argent, il faut avoir moins de 80 ans pour pouvoir le faire à ses propres enfants ou petits-enfants, voire arrière-petits-enfants. Mais on a du mal à faire tenir 4 générations en 80 ans avec des donataires qui ont forcément plus de 18 ans. Voilà. Donc, ça peut permettre de faire des dons de 31 865 € par parent et par enfant. Ou par grands-parents ou par petits-enfants. Et on peut remettre à zéro le compteur tous les 15 ans. Donc, avant 80 ans, ce qui suppose de commencer avant 65. Voilà. Et lorsque on n'a pas de descendants, les neveux et nièces peuvent en bénéficier. On a certains abattements qui sont valables uniquement en donation. C'est intéressant de les utiliser parce qu'ils seront perdus si on ne les utilise pas de son vivant. Donc ce sont les abattements aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants. Voilà. Donc donation petits-enfants, indépendamment des donations de somme d'argent, on peut donner 31 865 € à un petit-enfant. Donc les grands-parents peuvent en fait donner 31 865 € de somme d'argent à des petits-enfants s'ils ont moins de 80 ans et 31 865 € d'argent ou d'autres biens, qui peuvent être de l'argent aussi, à des petits-enfants. Donc on peut atteindre 63 000 et quelques euros par petit-enfant, ce qui n'est pas neutre. Mais à chaque fois, il faut avoir moins de 80 ans. Non, pas pour l'abattement général, uniquement pour le don de somme d'argent. Le don de somme d'argent a été créé pour faire tourner l'argent dans l'économie. Et donc, en fait, il y avait des contraintes. On part du principe qu'un jeune qui a moins de 18 ans, il ne consomme pas beaucoup. Et qu'une personne de plus de 80 ans consomme moins aussi. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire tourner l'économie en réinjectant l'argent qui était détenu par une personne plus retraitée, on va dire, pour la réinjecter dans l'économie. Voilà, il favoriser ça. Si on a par exemple une studette, c'est bien pas.
et 2 enfants, 5 petits-enfants. Ouais. Et un des enfants n'est pas intéressé par la suite. Mais l'autre est intéressé. Est-ce que je peux donner Je vais reformuler. aux enfants de celle et de celui qui est intéressé, aux petits-enfants Alors, madame est propriétaire d'un studio, a 2 enfants et plusieurs petits-enfants. Un de ses enfants ne serait pas intéressé par une partie d'un studio. Donc, elle demande ce qu'elle peut faire. Donc, de manière un peu schématique, puisqu'en fait, ça nécessite d'approfondir la question. Je vais aborder tout à l'heure un sujet qui peut être intéressant pour vous, qui est la donation transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, dans une donation transgénérationnelle, et là on est sur un mécanisme qui est civil et qui n'est pas fiscal, un enfant peut s'effacer au profit de ses propres enfants, et on restera quand même dans le cadre d'une donation partage. Voilà. Ça peut être assez intéressant pour faire un saut de génération. J'y viendrai tout à l'heure. Donc, les abattements valables pour les donations petits-enfants et petits-enfants, toujours utilisés. Et puis, il y a beaucoup de clients qui me disent combien je peux donner, est-ce que je peux donner 100 000 ? En fait, on peut donner plus que 100 000. La seule chose, c'est qu'il faut accepter de payer des droits. Or, c'est parfois plus intéressant de payer des droits soi-même que de les faire payer à ses enfants quand ils hériteront. Voilà, parce qu'en fait, le fait de payer les droits, c'est déjà un appauvrissement qui fait que les enfants ne paieront pas de droits sur ce qui a été transmis. Et ça fait faire des économies, surtout si on paye des droits sur des biens qui sont donnés en nue propriété, puisqu'il y a une décote pour la valeur de l'usufruit qui est conservée par le donateur. Voilà. Je me suis mis un petit mémo en bas de page, vérifier la situation fiscale en termes de revenus et d'IFI. Pour qu'on est tous concernés par la fiscalité, mais il y a beaucoup de questions qui concernent effectivement la transmission des droits. Et parallèlement, on a des clients qui payent beaucoup d'IFI, payent beaucoup d'impôts sur le revenu. Mais en fait, si vous prenez que les droits de succession sans regarder ce qui se passe à côté, parfois, il faut peut-être mieux arbitrer autrement que transmettre pour sortir un bien de l'IFI, par exemple. Et sachant que quand vous payez 1% au titre de l'IFI sur 20 ans, c'est à peu près le taux des droits de succession qui sont à 20%. Donc il faut vraiment mettre en équation tous les impôts qui sont payés par un détenteur de patrimoine. Voilà pour l'utilisation de ce qui existe actuellement. Alors je reviens juste avant de revenir. Je vais le faire dans l'ordre finalement. Civilement, on peut utiliser les donations avec réserve d'usufruit puisque ça permet de faire tourner le compteur des donations, de défiscaliser en partie et de faire tourner le chrono aussi des plus-values. Les plus-values ne sont exonérées qu'au bout de 30 ans, ce qui est assez long. Donc plus tôt on commence, plus ça peut être intéressant pour les enfants de recevoir des biens, ne serait-ce que de la nue propriété, même s'ils ne reçoivent pas de pleine propriété tout de suite. La nue propriété ne va pas les enrichir, mais elle permet de faire tourner le compteur des donations. Et donc plus tôt vous transmettez un bien à un enfant, plutôt vous pourrez faire retourner le compteur des donations ou successions, puisqu'on remet le compteur globalement à 0 tous les 15 ans. Donc ça peut être intéressant, si vous détenez un bien qui a vocation à être conservé dans le long terme, d'anticiper sa transmission et de le transmettre tout en gardant l'usufruit, ce qui vous permettra aussi de payer les travaux, enfin faire plein de dépenses, quoi, et vous appauvrir. Un autre mécanisme qu'on trouve, c'est le saut de génération. Excusez-moi. Juste sur cette première, sur les propriétés usufruit, on a parlé d'une remise en cause de ce régime, et je me disais, dans quelle mesure ce régime est-il figé si on a fait la répartition des nations usufruit? Est-ce qu'on ne peut pas nous dire un jour, finalement, ce régime est supprimé à compter de la date du décès? Alors, aujourd'hui, c'est avantageux puisque vous donnez les biens à l'instant T et le nu propriétaire deviendra propriétaire à T plus 1 en fonction non pas de la valeur à T plus 1 mais de la valeur à T puisque l'usufruit se réunit gratuitement à la nue propriété et donc il n'y a pas d'impôt sur la valeur de l'usufruit puisqu'il n'y a pas de droits qui sont payés sur la valeur de l'usufruit et il n'y a pas de droit non plus sur la plus-value. Alors, comme aujourd'hui on est dans une société où on cherche beaucoup d'argent partout,
Il n'est pas exclu qu'un jour, l'État essaye de revenir sur ce mécanisme. Pourtant, il existe depuis fort longtemps qu'il y a un mécanisme civil qui dit que l'usufruit, parce que ça on ne changera pas, hein, l'usufruit c'était en décès. En revanche, notre législateur pourrait sûrement inventer un petit mécanisme pour dire qu'on réintègre la donation avec la plus-value. Bon, là, du côté de Bercy, on est hyper créatif quand il s'agit d'aller chercher de l'argent. Donc, ça pourrait arriver. Il faut savoir qu'en fait, les droits de donation rapportent à peu près moins de 4 milliards chaque année, contre 16 pour les droits de succession. Ce qui au total fait 20 milliards, ce qui n'est pas énorme par rapport à des recettes de 350 ou 360 milliards d'euros. Si justement il pouvait les augmenter, il serait très content. Non, je ne sais pas, je ne suis pas devin, ça pourrait arriver. Après, est-ce qu'il y aura une rétroactivité? Moi, pas sur la donation, pas sur le mécanisme de donation. C'est civil. C'est civil, bien sûr. C'est un cadre De de base. rétroactivité. Ça, c'est la théorie. Ouais, C'est, c'est un vous savez, cadre la de- grande différence entre la théorie et la pratique. Oui, enfin bon, faut Il pas y a non déjà plus eu des penser rétroactivités fiscales. En Hein. fait, que- la donation sera faite. Donc ça, vous ne le remettrez pas en cause. Oui. Pour être mis en cause, c'est de dire Fiscalité. la plus-value entre la valeur de la nation et la valeur au décès. Mais elle est imposée, de toute façon, elle est imposée en plus-value. Donc il y a pas, l'État n'est pas perdant s'il y a une vente. Et s'il n'y a pas de vente, il y a une exonération au bout de 30 ans. Voilà. Bon. Mais ça existe aujourd'hui, ça permet de transmettre en gardant d'abord le droit au revenu, ce qui explique d'ailleurs la décote de l'usufruit. C'est intéressant. Bon, on garde aussi les impôts, l'IFI, les impôts sur le revenu, etc. Mais ça peut permettre de commencer à transmettre tout en gardant justement le droit au revenu. Donc dans la même veine, on l'a évoqué pour les donations de sommes d'argent et autres abattements, le fait de faire un saut de génération peut permettre aussi d'alléger beaucoup la fiscalité. Puisque si vous partez du principe qu'une taxation se fait à 20% et que la génération d'après va repayer 20%, si vous faites un saut de génération, comme les barèmes entre les enfants et petits-enfants elles-mêmes, hormis les abattements, ça peut permettre effectivement de faire un grand pas en avant. Du coup, c'est pas les mêmes abattements. Non, il n'y a pas d'abattement de petits-enfants, hormis ceux que j'ai dit. Donc c'est pas 100 000, c'est 31 865. Mais ça permet aussi de ne pas utiliser les droits pour les enfants. Donc bon, ce sont des petits calculs à faire, mathématiques, mais qui peuvent permettre de faire des économies dans le long terme. Alors, pour les neveux et nièces, il y a des mécanismes en donation aussi. Voilà. Mais il y a des abattements. Ce qui est intéressant pour les neveux et nièces, c'est pas tant les abattements que le fait de payer les droits. En fait, ça va être ça la vraie source d'économie. Si on fait les neveux et nièces sont à 55%. Donc c'est vrai que si le donateur paye les droits, ça va faire une très très belle économie aux neveux et nièces. Oui. On peut faire une donation à des personnes qui ont pas besoin de parité. Alors oui, c'est possible. En fait, ça dépend de l'existence d'enfants ou pas. Parce qu'en fait, en tant que parent, le patrimoine d'un parent se décompose en réserve des héritiers et quotité disponible. Donc, selon le nombre d'enfants, la quotité disponible, donc votre espace de liberté, et en fonction varie entre un quart et la moitié. Donc, si vous avez des enfants et que vous respectez leur part de réserve, vous pouvez transmettre à d'autres gens. Sans enfants, sans conjoint, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'abattement, si. Alors attention, là la question que vous me posiez, elle était sous l'angle du droit civil. Après, entre nos parents, il n'y a rien en donation. Il y a 1594 € en succession. C'est parfait. À ce moment-là, il faut utiliser l'assurance vie. Ça peut être un bon moyen de transmettre. On peut transformer un bien immobilier en assurance vie avec les années. Vous pouvez le vendre et réinvestir. C'est limité à 150 000 € quand même, l'assurance vie. Oui, voilà. Oui, mais à 60% de droit, ça fait quand même 90 000 d'économiser. C'est pas mal. Mais sur la même personne, c'est toujours 150 000 €. Il faut être plusieurs généreux donateurs ou souscripteurs.
Rédiger un testament, c'est important aussi, ça permet aussi de protéger son conjoint ou son partenaire. Donc ça peut être aussi une source d'économie à long terme pour les enfants, les descendants, puisqu'en fait, un conjoint survivant ou un partenaire peut avoir un droit d'usufruit. Et à ce titre, ça limite la fiscalité pour les descendants. On peut faire des prêts aussi au sein de la famille. On peut se faire des prêts à taux zéro. Ça a l'air de rien, mais c'est pas un appauvrissement réel pour le prêteur, mais c'est une vraie économie pour l'emprunteur qui, au lieu d'aller trouver sa banque préférée, un taux qui va être de l'ordre de 3,70 en ce moment, va aller trouver papa, maman, les grands-parents ou l'oncle et la tante. Et quelque part, c'est une manière d'aider et de permettre l'acquisition immobilière, et puis en même temps, finalement, c'est aussi une manière de transmettre une partie de son patrimoine. Voilà, la seule chose au sein de la famille, oui. Vous n'êtes pas banquier non plus, donc il ne faut pas le faire tous les jours pour tous les membres de la famille, les cousins, les... Ça peut pas être qualifié, ça, non, fiscalement. Non, il faut que ce soit enregistré pour que ce soit opposable à l'administration fiscale, mais on a le droit de faire des prêts. Enregistré. Ouais. Emilio, un ami. Bah, à la limite, mais pas sur des sommes dingues, et encore faut-il qu'il n'ait vraiment pas de moyens, quoi. Il faut qu'il y ait une cohérence dans le schéma. Bon. Avec un temps donné, on fait un prêt avec un temps donné. Monsieur, pardon. Est-ce qu'un prêt familial, on peut considérer qu'on rembourse au décès en prélevant sur l'héritage, sur la succession? Alors, il faut faire attention sur la durée du prêt. C'est quand même un Ça fait élément une durée essentiel. indéfinie, Non, ça, je ne vous le conseillerais pas. puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on décède. Non, mais il y a des tables de vie et de mortalité auprès de l'INSEE. Donc, vous ne pouvez pas prêter pour plus loin que votre espérance de vie. Voilà. Là, l'administration redressera et qualifiera ça en donation. Il faut que ce soit cohérent. Un prêt doit être remboursé, oui. C'est mis d'ailleurs Mais dans les ils peuvent pubs sur les dans la emprunts. succession, si la personne meurt, par exemple, si quelqu'un a 85 ans, fait Oui. un prêt pour 10 ans, si elle meurt entre-temps, ça rentrera dans la succession. Ce sera un actif de la succession, oui. Mais à 85 ans, c'est déjà limite de faire un prêt de 10 ans. Voilà. Alors, vous faites des avenants. Il faut que ce soit cohérent et que ce soit cohérent avec l'espérance de vie, avec la situation de fortune, avec plein de choses. Actuellement, il y a beaucoup de sans prêts. C'est vrai. Mais l'espérance de vie d'une personne de 85 ans n'est pas de 100 ans. Donc, il faut être prudent là-dessus. C'est un jeu d'enfant pour l'administration fiscale que de redresser et de requalifier. Voilà. Oui. Il y a un montant maximum, c'est le prêt d'argent. Non, dans l'absolu, il n'y a pas de montant, rien n'est écrit. Mais vous n'allez pas vous mettre sur la paille non plus. Donc, il faut rester raisonnable. En fait, il faut que ça corresponde aux moyens financiers. C'est-à-dire que l'emprunt devant être remboursé, si votre emprunteur n'est pas capable de rembourser le 20e du prêt, ça va être compliqué. Alors, soit on fait un prêt avec un remboursement mensuel, comme un prêt bancaire, soit on fait un remboursement in fine. Mais le remboursement in fine, il ne faut pas que ce soit non plus dingue. Voilà, donc l'usufruit, on en a parlé. Alors évidemment, on peut faire des cessions temporaires d'usufruit, mais ça, c'est pas de la transmission, c'est plus de la fiscalité pure. On peut transformer un usufruit existant en une rente viagère. Ça peut avoir des intérêts aussi. On peut aussi prêter un bien. On a le droit de faire ce qu'on appelle des commodats ou des prêts à usage. On prête un bien à quelqu'un. Gratuit. Juste Gratuitement. À la famille? Ouais. Et on paye des impôts. Bah, c'est la même chose quand vous avez quelqu'un qui occupe un appartement gratuitement. Hein. Oui. Bon. Est-ce qu'on paye des impôts sur cette jouissance? S'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas d'impôt. Mais vous payez, ça fait quand même partie du patrimoine. En nature? Vous voyez en nature? Parce que dans les déclarations, On a le droit de loger un enfant, par exemple, gratuitement. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est pas un sujet. oui, mais est-ce que l'enfant paye justement? Non, c'est gratuit, il ne paye pas. Il reçoit, il est dans Dans le le foncier, vous mettez ça à perte? Non, vous ne déduisez rien. Vous ne déduisez rien.
Pas de revenus, pas de charge émotive. Est-ce que l'État peut considérer qu'on a une perte d'argent et vous imposer sur un revenu supposé, Non. donc ça donne des règles? Non, vous avez le droit de placer votre argent en banque sans que ça vous rapporte quoi que ce soit. Vous pouvez loger qui vous voulez. Je vous avez mis le petit schéma d'évolution de la valeur fiscale du droit d'usufruit. Donc, pour mémoire, il change tous les 10 ans et il baisse de 10 points tous les 10 ans. Donc, à 51, 61, 71, 81, 91. Donc, quelqu'un entre 71 et 80 ans, sa valeur d'usufruit est de 30%. Voilà, l'année de propriété étant donc de 70%. Et ça baisse au fur et à mesure qu'on vieillit. Alors, il faut aussi, là on est beaucoup dans la transmission, l'économie fiscale, mais il faut aussi organiser son patrimoine pour limiter les conséquences de la dépendance. Donc ça veut dire peut-être aménager sa résidence principale, parfois peut-être déménager parce qu'il y a des escaliers qu'on ne pourra pas monter, ou parce que la résidence principale n'est pas accessible facilement. Mais pour moi, ça peut participer de l'organisation patrimoniale. Même si ce n'est pas forcément la transmission, c'est l'organisation, c'est la facilitation. Et il faut prendre en compte ces sujets-là avant qu'il ne soit trop tard. De la même manière, on peut, ce que je disais tout à l'heure, dans le cadre de l'organisation de son patrimoine, céder des biens qui n'ont pas forcément vocation à être conservés pour générer des liquidités, des sorties du patrimoine, par exemple taxable à l'impôt sur la fortune, se simplifier la vie parce qu'en vieillissant, on en a un peu marre des locataires, râleurs, pas payeurs et autres. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte. Ce n'est pas que la transmission du patrimoine, c'est l'organisation qui va faciliter la transmission aussi. Sachant que les jeunes générations, qui ne sont pas beaucoup représentées ici, n'ont pas la patience des aînés en matière de location, d'état des lieux, de gestion sans appel à un tiers extérieur, etc. Ça veut dire qu'ils ne sont pas très motivés. Mais c'est aussi à prendre en compte, parce que si on veut transmettre un patrimoine, finalement les enfants ne le gèrent pas, il faut peut-être, si on le détient depuis longtemps, il faut peut-être mieux le vendre sans plus-value ou avec peu de plus-value, plutôt que de le transmettre à des enfants qui n'ont rien à faire. Qui n'en font peu de cas. Et qui ne seront pas dispo pour gérer les sujets de locataires, l'état des lieux. Voilà. Et il faut toujours prendre en compte l'âge du locataire, parce que le locataire qui a plus de 65 ans, il est un peu plus compliqué à traiter qu'un locataire de moins de 65 ans. Voilà. On peut aussi, et ça c'est plus du qualitatif que du quantitatif, on peut s'organiser pour éviter de créer des indivisions. Voilà, parce qu'en fait, ça peut générer des tensions internes et ça fait aussi partie du rôle des parents de transmettre bien. Beaucoup, c'est bien, et bien, c'est mieux. Non, c'est important parce que nous, on a traité beaucoup de... C'est pas la majorité, heureusement, mais de cas de succession qui se passent mal. Parce qu'en fait, les parents n'ont pas joué leur rôle d'anticipateur, et n'ont pas prévu qu'il y aurait des problèmes à la succession et des indivisions compliquées. Sachant que les règlements de compte se font souvent au deuxième décès, pas au premier décès des parents. Donc on peut, par un testament, par une vraie donation-partage, on peut gérer ça. Il faut savoir, dans les mauvaises nouvelles qui s'incrustent dans le tempo, que la Cour de cassation a plusieurs fois tranché le fait qu'une donation-partage de quote-part de biens ne peut plus s'appeler donation-partage. Donc on a dans le patrimoine notarial beaucoup, très souvent, fait des donations d'appartements ou d'immeubles en indivision entre les donataires. Donc, je vous donne un tiers d'appartement chacun, vous êtes trois, vous avez chacun un tiers d'appartement. Donc on réalisait une donation qu'on appelait donation-partage. Mais en fait, on faisait la donation, on ne faisait pas la partie partage. Parce que finalement, si vous avez un tiers de table ou un tiers de chaise, vous ne pouvez pas partager grand-chose. Ça a été remis en cause par la Cour de cassation, puisque un donataire qui avait des codes-parts de biens différents de ses autres co-héritiers a vu sa part s'effondrer. On imagine
l'arrivée de Mitterrand, des donations étaient faites rapidement, prestement, pour éviter les taxations supposées. Et on a retrouvé des donataires qui avaient tantôt l'immobilier, tantôt des champs de betteraves. Et entre 80 et aujourd'hui, ça n'a pas évolué de la même manière. Donc il y en a qui voient leur patrimoine baisser, ou mieux stable, et d'autres qui ont vu leur patrimoine doubler ou tripler de valeur. Donc ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Quand on peut faire des donations qui réalisent de vrais partages, pour ce qu'on fait évidemment avec de l'argent, avec des actions et autres, c'est bien. Sur les biens immobiliers, il faut se méfier de cet aspect donation simple, donation partage qui rétroagissent en donation simple, puisque le principe de la donation simple, c'est qu'on la réévalue au décès pour justement vérifier que les enfants ont chacun leur part de réserve dans la succession de leurs parents donateurs. Donc il faut éviter. Alors quand les enfants ont exactement les mêmes codes-parts, ça ne change pas grand-chose. S'ils réévaluent tous leurs biens, ça ne changera rien. En revanche, s'ils n'ont pas tous les mêmes codes-parts sur les biens, ça risque de faire des ordres. Voilà. Donc, pardon, si on a plusieurs biens, donc il vaut mieux donner à tous la même part des différents biens que donner un bien à l'un et... Non, il vaut mieux partager. Oui. Il vaut mieux donner des biens complets à l'un et à l'autre. Si on Ouais. peut pas. Si on ne peut pas. Ça dépend des valeurs. Parce que non, si on donne la même partie, la même Si carte, vous donnez la même partie, ils réévalueront dans la même partie, donc c'est pas très gênant. même bien. C'est une donation simple. Oui. C'est pas pareil que si c'est le même appartement en donation partage. Non. Alors, le principe de la donation partage, sauf quelques exceptions, ça permet, c'est un acte double dans lequel on donne, on transmet, on s'appauvrit, et sous l'autorité parentale, on répartit. Et c'est pour ça que ça s'appelle donation partage, et ça a été pendant longtemps favorisé par le législateur. Quand vous faites une donation simple, vous ne partagez pas. Donc si vous donnez un appartement à 2 enfants, vous donnez une moitié à chacun, ça s'appelle donation, ça ne s'appelle pas donation partage. 10 ans, chacun la réponse, c'est partage. Bah, qu'est-ce que vous faites? Alors dites-moi ce que vous faites avec une moitié de voiture. Moi je fais rien. Ils sont en indivision. Bah, voilà, donc c'est pas un partage puisqu'on est en indivision. Le fait de partager, c'est d'être en division. Donc vous ne partagez pas quand vous faites une donation d'une quote-part. C'est pas un partage. Pourtant, moi, ça a été fait sur un... Mais ça a été fait, on l'a tous fait. Tous les notaires l'ont fait pendant des années. Mais alors il faut distinguer le droit civil de le droit fiscal. Le droit fiscal traite toujours ces donations-là comme des donations partage, mais le droit civil, à la Cour de cassation, dit ce n'est plus une donation puisque vous ne partagez pas. Et si on a fait une donation avec réserve d'usufruit, ça ne veut pas Ça dire que change c'est rien. une donation partage. Non, non, ça n'a pas d'impact sur la notion, sur la qualification de donation. Il faut vérifier la qualité. Oui. Qu'est-ce qu'on risque si c'est marqué Ah non, mais ça change tout. Une donation partage, on ne réévalue pas les biens. Donc vous donnez... Au décès. Vous donnez 100 000 € à chaque enfant, peu importe ce qu'ils en font, quand on fera les comptes pour vérifier si chacun a sa part de réserve, donc au règlement du donateur, au décès du donateur, chacun aura eu 100 000, on n'en parlera plus. Mais pour un bien immobilier, c'est... Pour un bien mobilier? Non. Immobilier. Oui, justement, attendez. Sur un bien immobilier, vous donnez une moitié à chacun. Ça rétroagit en donation simple, puisqu'il n'y a pas de partage. Pour partager, il ne faut pas être en indivision. Ah donc ça n'existe pas, les donations Ça partage. existe fiscalement, mais ça n'existe plus civilement. Si vous donnez des parts sociales. Alors, les parts sociales, vous n'allez pas les donner en indivision. Vous avez les numéros, elles sont numérotées, vous allez donner des parts. Donc ça, c'est pas un problème. Alors moi j'ai une question. La donation simple, elle est réévaluée au décès pour vérifier que chaque enfant a sa part de réserve. Vous faites une donation d'un studio à un enfant, et puis une donation d'un autre studio à un autre enfant. C'est le même. Non, non, mais je vous explique. Écoutez, soyez patients. Ce sont des sujets complexes, au demeurant. Donc vous avez 2 enfants, 2 studios. Vous en donnez un à chacun. C'est clair. Ils ont la même valeur le jour où vous les donnez. Bon. Sauf que 35 ans plus tard, il y en a un qui a été multiplié par 2, vous savez, multiplié par 2, et l'autre divisé par 2.
celui qui a vu son studio divisé par 2 en valeur, on va dire qu'il a eu la moitié de ce que vous lui avez donné au décès. Et celui qui a eu 2 fois plus, on va dire qu'il a déjà eu 2 fois plus. Donc, sur l'actif restant que vous n'avez pas déjà transmis, ils ne vont pas recevoir la même chose. Voilà. Donc c'est ça l'impact d'une donation simple. Si on fait une donation partage de 2 studios, alors de 2 studios en indivision, à vente, ce qu'on faisait souvent, on ne réévalue pas les biens. Voilà. Maintenant, on va être obligé de les réévaluer. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez expliquer la même chose, mais avec un seul. Donc, si vous avez un studio, vous avez 2 solutions. Vous faites une donation simple et vous le donnez aux 2, mais ce ne sera pas une donation de partage. Donc, normalement, au décès du donateur, on réévaluera la valeur des biens pour vérifier que chacun a sa part de réserve. Alors, vous me direz, il est sympa à mettre bien, mais ils ont la même chose. Oui, mais ça peut avoir un impact sur d'autres donations, sur l'imputation d'autres donations. En fait, Qu'est-ce qu'il fait le notaire? Le notaire, dans ce cas-là, il va prendre ce que en fait, ce qu'il faut comprendre, et là il faut placer dans un contexte un petit peu plus vaste. Nous, notaires, quand on règle une succession, on a la mission de vérifier que chaque enfant a sa part de réserve. Donc, quand vous avez 2 enfants, ils doivent recevoir minimum chacun un tiers du patrimoine. C'est la quantité et la part de réserve que la loi leur réserve. C'est un tiers chacun. Réserve ou départ égal? La réserve. La réserve. Donc, quand on a 2 enfants, la réserve des enfants, c'est 2 tiers. Et vous pouvez faire ce que vous voulez d'un tiers de votre patrimoine. Donc, vous donnez un studio aux 2 enfants, puis un jour, vous faites une donation à un seul des enfants. On va réévaluer ces 2 donations et on va voir ce qui reste de disponible pour servir en premier l'enfant qui n'a rien eu. Voilà. Et en fait, c'est compliqué, si vous faites qu'une donation dans votre vie, ça ne changera pas forcément beaucoup. Mais s'il y a plusieurs donations étalées dans le temps, ça peut avoir un impact sur ce qui va rester au règlement de la succession et à la répartition des biens. Si on fait la même donation à chacun, c'est bien un partage. Non. Un tiers de chaise, c'est pas un partage parce que je ne m'assois pas sur un tiers de chaise et je ne repars pas avec. Je ne peux pas le détenir tout seul. Madame dit 2 biens différents. Non, là c'est un bien. Mais si vous logez ce studio dans une SCI... Oui, vous pouvez donner des parts de SCI de manière divise, oui, certes. Mais c'est un peu une usine à gaz pour le coup. Oui, mais vous contournez l'obstacle. Ouais, derrière, il faut gérer la SCI, c'est un autre systématiquement, quand il y a plusieurs donations étalées dans le temps, au moment du décès du donateur, il faudra donc réévaluer les parts de chacun. Oui, globalement. Dans toutes les donations simples, donc qui ne sont pas qualifiées de donations partage, on réévalue au décès. Par contre, si elles sont, oui, mais si elles sont des donations partage, il n'y a pas de problème. Mais si elles réalisent un vrai partage. Si je donne un studio à l'un, un autre studio à l'autre, dans 10 ans, au moment du décès, il n'y a pas besoin de les réévaluer. Si vous partagez les biens, ils ont été partagés. Un bien indivis que vous donnez en indivision ne peut être considéré comme un bien partagé. Voilà. Encore une fois, vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et alors, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on fait une donation simple d'un bien indivis à plusieurs enfants, quitte à garder d'ailleurs l'usufruit pour soi-même, si c'est par exemple une résidence secondaire, et après le décès, un des enfants veut garder pour lui-même mettons la maison ou l'appartement. Ils seront en indivision. Oui, mais à ce moment-là, il veut racheter les parts de l'autre, donc là, il y aura un droit de partage. Ça c'est autre chose. Mais en plus, au niveau de la réévaluation du bien qui aura été donné, mettons, je dis n'importe quoi, 15 ans plus tôt. Dans le cadre de la succession, on sera pour faire des contrôles et vérifier que chaque enfant a sa part de réserve. On fera une réévaluation. Mais le bien est déjà dans le patrimoine des enfants. Et comme le donateur sera décédé, ils seront plein propriétaires. Donc, chacun pour un tiers si vous avez 3 enfants. Donc, le principe après, c'est une sortie d'indivision. Oui, c'est ça. Donc, il faut que les 2 autres veulent bien lui vendre. Mais l'évaluation à ce moment-là. L'évaluation, ce sera une évaluation de marché. Oui, vous êtes d'accord. Oui. Et donc, avec plus-value éventuellement pour ceux qui vendraient, mettons, plus cher que la valeur. Alors, l'avantage de la donation partage, vous touchez un point important, c'est quand on faisait une donation partage et que l'un des enfants revendait son lot à un autre,
on était dans la fiscalité du partage et on n'était pas dans la fiscalité de la vente immobilière. Donc on était en gros avec les frais, on va dire 4 versus 8. Voilà. Et surtout que le cédant, celui qui cède ses parts, ne payait pas d'impôt de plus-value. Voilà, donc ça faisait des petits avantages. Si on a fait une donation simple, donc au décès il y a une réévaluation de... Oui. Mais s'ils ont 50-50, Ça ne change pas grand-chose. ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose, mais ça dépend... Non, dans l'absolu, cette donation-là, ça ne change rien, ils auront la même chose. Mais ça peut modifier d'autres choses dans le règlement de la succession. Et là, on réévalue ou pas le prix? Parce qu'à l'époque, On le réévalue civilement, pas fiscalement. Ah bon? Et alors, Non, ce qui est donné est donné. Donc on n'a pas de raison de réévaluer ce qui est donné, qui est sorti du patrimoine du donateur. alors il n'est pas nécessaire, si on a fait une donation simple, de refaire une donation partage. C'est pas nécessaire. Ben non, mais de toute façon, est-ce que vous pourrez partager? Ça veut dire redonner le bien à un des enfants seulement? Non. Mais est-ce que quand vous parliez que si c'est une donation simple, il y a forcément une réévaluation au décès. Elle est civile, elle n'est pas fiscale. Ah, elle est pas... Elle n'est pas fiscale, on ne parle pas de fiscale. Ce qui est donné est donné. Ce qui est donné est donné, donc c'est sorti du patrimoine. On n'en parle plus. Voilà. Mais s'il y a une remise en cause d'un des enfants sur le plan civil et qu'il y a une revalorisation différente des biens, il n'y a pas de conséquences fiscales? Et après, il y aura un partage, éventuellement, c'est tout. Ça aura d'abord un impact sur le règlement de la succession. En fait, l'impact, il est surtout, et c'est pour ça que ça, je pense qu'on n'en fera plus jamais, c'est des donations de quote-part indivises dans des proportions différentes. Je donne 10% d'un bien à un enfant, je donne 60% de ce même bien à un autre et 30% à un autre. Ça, c'est à proscrire. Voilà. Alors, si j'ai quelques minutes, on verra ça après. Après, on va tomber dans les questions individuelles. Donc, je vous propose de continuer, on verra. Voilà, donc éviter les indivisions, c'est quand même un vaste sujet, c'est pas simple. Alors, on peut, comme le dit monsieur, recourir à une société civile, mais il faut savoir que sortir d'une société civile, c'est pas plus simple que de sortir d'une indivision. Alors, la seule chose, c'est qu'on peut prévoir des règles du jeu. Si vous mettez un bien en société civile... Oui, mais vous ouvrez la fiscalité à ce moment-là. Non, vous faites un apport de... Alors, supposons que vous déteniez un bien en société. Vous achetez un bien que vous envisagez de donner après. Donc, vous l'achetez en société, et après, vous donnerez des parts aux donataires. Bon, très bien. Mais quand il y a un des donataires associés qui veut sortir, qu'est-ce qu'on fait? Si l'autre ne veut pas racheter les parts, il faut bien qu'il y ait un repreneur. Hein. Donc s'il n'y a pas de repreneur, il faut tourner en rond quand même. Et à la limite, en indivision, on peut aller trouver le juge. En disant, je veux faire un partage. En société, quand il y a une règle du jeu, elle est dans la société, elle est dans les statuts. Les associés vont signer les statuts. Prévoir des règles de sortie. De toute façon, le problème de la sortie de SCI, c'est que s'il n'y a personne qui rachète, si personne rachète, vous n'êtes pas plus avancé qu'en direct. Et c'est même pire. Oui, mais s'il n'est pas d'accord, s'il y en a un qui veut garder. Le bien, là, ici, ils vendent le bien, et après ils se répartissent. Oui, mais ça veut dire que vous donnez tous les pouvoirs au gérant. Bon, il n'y a pas de solution parfaite en ce bas monde, on le sait tous. Voilà. Alors, un petit peu d'assurance vie, le sujet qui intéresse tout le monde. Donc, on a deux régimes différents. L'avantage, ça ne change pas grand-chose au niveau fiscal. L'avantage de l'assurance vie, c'est que ça peut vous permettre d'en profiter votre vie durant et de transmettre au décès par le biais de clauses bénéficiaires. Donc, on a deux régimes. Le premier régime, c'est le régime de l'assurance vie pour lequel des fonds ont été versés avant 70 ans. Donc, avant 70 ans, quand vous mettez de l'argent dessus, au décès, chaque bénéficiaire pourra bénéficier d'un abattement de 152 500, qu'il y ait ou non un lien de parenté. Donc ça, c'est quand même super avantageux. Et même au-delà de 152 500, c'est super avantageux, puisqu'on paye une fiscalité de 20% sur les 700 000 et quelques euros suivants. Donc quand vous voulez faire plaisir à un neveu ou à un non-parent qui paierait 55% ou 60% de droits, 20% c'est pas cher. C'est le taux de la TVA en fait, à peine.
Donc ça, c'est super intéressant, mais ça suppose de verser avant 70 ans. En revanche, quand on verse après 70 ans, on a le droit à une modeste exonération de 30 500 € une fois pour tous les bénéficiaires et tous les contrats. Ça ne fait pas beaucoup. Une fois. Donc c'est une exonération de 30 500 €. Le calcul est un petit peu différent parce qu'elle se fait sur les sommes versées et pas sur les sommes transmises comme dans ce qui se passe lorsqu'on a souscrit avant 70. Le seul bénéfice des contrats versés, sur lesquels des fonds sont versés après 70 ans, c'est que l'épargne acquise est exonérée. Donc les petits intérêts annuels sont exonérés par la transmission. Donc ce qui veut dire qu'il faut le faire très vite après 70 ans pour se donner la chance d'accumuler des intérêts. Voilà, mais l'assurance vie reste quand même un super outil. Voilà, je vous avais remis un petit graphe sur le barème des donations. Il n'était pas question qu'il nous impose sur les assurances vie. Bon, bah, ça reviendra forcément parce que l'encours est tellement énorme que c'est suffit d'augmenter d'1 point ou de 2 points pour que ça rapporte pas mal. Oui, monsieur. L'exonération après 70 ans sur les 30 500 €, d'accord, mais les intérêts qui seront exonérés, ils portent seulement sur ceux qui ont été rapportés par les 30 500 €. Non, tous les la intérêts. totalité des intérêts. Tous les intérêts. Ce sont tous les intérêts qui sont exonérés. En fait, c'est la valeur prise par le contrat. Voilà, donc en ligne directe. Et sur les intérêts, on paye la CSG augmentée actuellement. C'est ça Oui, on a 1,4% de plus. Ils viennent d'augmenter Oui, 1,4. le prélèvement fiscal. Alors, une question. Dans ce cas, le capital, il est pris nominalement ou est-ce qu'il y a une notion de, on va dire, actualisation par l'érosion monétaire ou pas? Alors non, il n'y a pas de l'érosion monétaire n'est pas prise en compte. En revanche, le capital placé, donc après 70 ans, c'est le capital que vous mettez qui est taxé. Nominal, sous déduction de 30 500 € une fois pour toutes. Nominal. Et la valorisation prise est exonérée. Oui, c'est ça. Donc sur 10 ou 20 ans, ça peut quand même avoir une incidence. Voilà, donc le petit barème avec les droits de donation, succession en ligne directe. Donc, je précise bien, je rappelle, c'est tout le barème qui est remis à 0, en fait, tous les 15 ans. Ce n'est pas uniquement les droits de l'abattement, c'est tout le barème. Donc parfois, ça peut être intéressant d'utiliser les tranches basses, donc la tranche à 5, à 10, à 15%. Donc en fait, les 3 premières tranches, ça va de 0 à 15 000 et quelques euros. Donc ça peut quand même être intéressant d'utiliser ces petites tranches qui ne coûtent pas très cher. Donc ça, c'était en ligne directe. Voilà, donc là j'avais mis sous forme de diagramme, vous avez les chiffres précis. Et donc au-delà d'1 million, en gros 1,9 million, on est à 45% en ligne directe. Petit rappel pour ce qui est en ligne collatérale, donc frères et sœurs, en succession et en donation, il y a un abattement de 15 932 €. Et après, on paye des droits à 35% jusqu'à 24 430, puis 45% au-delà. Oui. Il paraît qu'entre frères et sœurs non mariés, il n'y aurait pas de frais de succession. Il faut habiter ensemble, etc. Il y a plusieurs conditions. Ça change la donne. Il faut avoir la même résidence fiscale. Exactement. Il faut avoir habité au moins 5 ans ensemble. Minimum 5 ans. 5 ans. 5 ans. Et après ça marche. De mémoire. Donc il y a un abattement de 100 000 € lors de la succession, mais si on a utilisé ces 100 000 € pour faire une donation dans les 15 ans précédents, ça disparaît. Tout à fait. Il n'y a pas quelque chose de progressif entre 1 et 15 ans. Non, c'est tout ou rien. C'est pour ça qu'il faut toujours dire aux enfants qui prennent soin de vous après la donation. Pendant longtemps. Non, mais c'est pour ça que quand on a des biens qui ont vraiment vocation à être conservés dans la famille, on peut les transmettre, entre guillemets, jeunes. Et lorsque vous dites qu'au niveau des assurances vie, au-delà des 150 000 €, donc jusqu'à 700 000 € par enfant, c'est... Par bénéficiaire. Par bénéficiaire, oui. Donc c'est 20%. Donc c'est les 700 000 qui suivent les 152 000. Oui, mais par bénéficiaire. Oui. D'accord. Donc vous pouvez, avant de franchir le taux, qui est le taux suivant à 31 et quelques, donc vous pouvez donner et transmettre 850 000. En fait, on le franchit moins vite qu'avec l'immobilier. Oui. D'accord.
D'où l'intérêt diversifié. On peut le dire comme ça. Voilà, donc neveu et nièce, un abattement, c'est 1967 €, on va pas loin, et 55% de droit. Voilà. Et après, on a un modeste abattement de 1594 € pour tous les autres, avec des droits à 60%. Plus Eh oui. les CSG, pareil, non? Pardon? Plus les RDS. Non, c'est un impôt sur le capital, c'est pas un impôt sur les revenus. Non. Bah, vous pourriez le soumettre au gouvernement. Ça veut dire. Comme ça, on monterait à 78%. Oui, non. Oui, et vous dites entre frères et sœurs, il faut fiscalement vivre sous le même toit. Oui. Et peu importe la somme C'est plafonné. en héritage. J'avoue que j'ai dû l'utiliser une fois en 25 ans. Je C'est me quoi souviens plus, mais je vous dirai éventuellement. l'abattement, c'est combien alors Il me semble que Frères. c'est 100 000. Il me semble qu'il y a un plafond. Oui. Je vérifierai si vous voulez. 700 000 numéro. à peu près. C'est ça que vous dites? Non, 100 000, je crois. 100 000 seulement. Faut que je vérifie. J'avoue que je ne l'ai pas pratiqué depuis 15 ou 20 ans, donc là j'ai un peu oublié. Oui, monsieur. Pour les assurances vie, si un couple marié sous le régime de la communauté, il y a un des deux qui abonde une assurance vie à son décès, est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où la communauté exige une récompense en disant l'assurance vie a été abondée avec de l'argent commun? Ça revient dans la succession. C'est plus un problème de régime matrimonial que d'assurance vie à proprement parler. En fait, quand vous utilisez des fonds communs en communauté pour souscrire un contrat d'assurance vie qui par essence est personnel à l'époux ou au souscripteur, en fait vous prenez l'argent commun, vous le transférez dans un autre patrimoine. Donc, normalement, ça génère un droit à récompense. C'est exact, sauf quand le bénéficiaire c'est le conjoint. Bon, en fait, ça n'a pas tellement d'intérêt que ce soit le bénéficiaire, le conjoint qui soit bénéficiaire. Donc, en théorie, il faut faire des petits calculs de récompense. Donc ça peut être pertinent de modifier le régime matrimonial à ce moment-là pour éviter ça. Que pensez-vous du démembrement de la clause bénéficiaire des assurances vie? En fait, je pense que le quasi-usufruit est intéressant quand on a besoin de faire remonter des liquidités dans le patrimoine de l'usufruitier. Voilà. Comme tout, il faut l'utiliser avec discernement. Ça ne permet pas de diminuer les droits sur les successions futures? Si, ça permet, en fait. Alors, ça limite l'exonération au moment de la transmission du contrat, parce qu'en fait, il y a une partie de l'abattement qui ne peut pas être utilisée du fait de la clause démembrée. Mais ça permet surtout, enfin, avant que ce soit un gain fiscal, parce que le contrat est déjà exonéré à la base. Donc, l'administration n'aime pas trop quand on fait exonération sur exonération. Mais ça permet surtout de faire remonter du cash, des disponibilités à l'usufruitier, aux parents soignants, aux souscripteurs. Et au décès, il doit rembourser tout. Au décès, il a une dette. C'est un passif de succession, donc c'est assez efficace. Je pense que l'administration a encore un peu l'œil là-dessus. Donc faites attention dans les clauses, si vous mettez des clauses d'indexation, faites assez vigilant là-dessus. Voilà. Je crains que les prochaines années soient porteuses de mauvaises nouvelles fiscales pour cause d'extrêmes déficits budgétaires, de faible enrichissement des salariés et de patrimoine important chez les détenteurs de patrimoine. L'immobilier. Et pas que. Patrimoine tout court, mais l'immobilier est assez simple à tracer. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que comme les revenus professionnels n'augmentent pas beaucoup, et la capacité d'épargne des travailleurs, des salariés n'augmente pas, du coup le patrimoine transmis prend de plus en plus d'importance. Voilà. Dépendra de 2027. Oui. 2027 va être une épreuve. Les finances Oui, alors vous attendez pas à des cadeaux, ça, c'est clair qu'il ne faut pas y compter trop. Si on écoute Sarah Knapo, Non, tout le monde ne l'écoute pas. Et puis on ne va pas faire politique ici.
sans faire de politique, la préemption de la ville de Paris va continuer. Ah, c'est possible. C'est possible. La préemption des biens immobiliers par la ville de Paris, c'est un objectif du bureau. Mais ils n'ont pas beaucoup de moyens. Enfin, ils ont beaucoup de... Enfin, ils ont quand même créé une foncière. Oui, non, mais ça, je... Ils ont quand même de l'argent avec les impôts qu'ils ont augmentés. Enfin, il y a 10 milliards de dettes. Ouais. On leur a tenté. Voilà, donc, je suis disponible pour des questions, si vous voulez plus amples précisions. Sinon, je vais éteindre pour les questions. Voilà, question. On passe à la phase question.